Samedi 14 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les actualités de ce soir, les personnes impliquées dans l'affaire de vol d'enfants dans un hôpital privé à Touliard ont été présentées devant la justice hier après-midi. Les deux femmes, celle qui a kidnappé l'enfant et la sage-femme, ont été mises sous mandat de dépôt. Le gardien et le réceptionniste de cet hôpital privé sont sous surveillance judiciaire. Ratraman Zatouf nous en dit plus. Durant son audition, la femme qui a kidnappé l'enfant dans un hôpital privé à Touliard a avoué. Une sage-femme et quelques amis étaient également ses complices, ce qui a facilité le kidnapping de l'enfant. Après leur passage devant la justice de Touliard, l'on sait que la femme auteure du kidnapping et la sage-femme ont été mises sous mandat de dépôt. Le gardien et le réceptionniste de l'hôpital sont sous surveillance judiciaire. Rappelons que les faits se sont déroulés le 10 janvier dernier. L'enfant a été enlevé ce jour et a été trouvé le 11 janvier après des recherches effectuées par les forces de l'ordre locales. Et restons toujours à Touliard, du fait du taux de chômage qui est en recrudescence, surtout à cause de l'exode rural. La population de Touliard se tourne vers les industries et les grandes entreprises pour trouver de l'emploi. Le secteur de l'exploitation minière est celui auquel ils aspirent, notamment l'exploitation d'elménite, et même ceux qui se sont opposés à l'exploitation d'elménite sont actuellement d'accord qu'il faut l'initier pour créer de l'emploi. Reportage de Judical Hanjelirin. Plusieurs chefs de Foukountan à Touliard, surtout ceux des Foukountan qui longent la mer et qui vivent de la pêche comme Ankiabeba, Mahavatse 1 et 2, Anjefan, Tsungbour, se plaignent aujourd'hui que leur secteur d'activité, notamment la pêche traditionnelle, n'arrive plus à satisfaire leurs besoins. La richesse marine n'est plus suffisante et ils veulent se tourner vers le secteur de l'exploitation minière pour trouver de l'emploi et remplir le manque. Ils veulent entre autres promouvoir l'exploitation de l'elménite que Touliard possède en grande quantité. Les emplois actuels ne satisfont plus les besoins des ménages, selon leur dire. Surtout que l'exode rural est en recrudescence, alors la plupart sont des marchands ambulants et des tireurs de pousse-pousse. Par ailleurs, ceux qui ont terminé leurs études ne trouvent plus où aller. Des entreprises se sont déjà installées dans le cadre de l'exploitation d'elménite. Néanmoins, du fait des problèmes sociaux, le projet est en suspens. Mais actuellement, même ceux qui ont mené des manifestations pour s'opposer au projet ont changé d'avis après avoir vu l'exploitation d'elménite dans la région Anos et le nombre de jeunes qui ont besoin d'emploi. Même les associations de femmes, comme la FIVAMI, qui est constituée de 4000 membres et bien d'autres, souhaitent la mise en œuvre de cette entreprise d'exploitation afin de créer de l'emploi. Les grandes entreprises comme Toli, Sumatex ou Vifus ont déjà fermé leurs portes, alors pour eux, Touliard ne devrait plus être une cimetière de projets. Dans les actualités sociales, le ministère de l'Éducation a octroyé des tables-bancs aux écoles du district de Muramang. Hier, 3 écoles qui n'ont pas de table-banc ont été les bénéficiaires. Reportage de notre correspondant à Muramang, Tanz Naranji. 3 écoles ont reçu des tables-bancs de la part du ministère de l'Éducation nationale vendredi 13 janvier, notamment le CEG Tiasput dans la commune d'Apasput-Sgar, l'école communautaire de Mangarif dans la commune d'Andaspe et l'EPP Minalimbe qui est aussi dans la commune d'Andaspe. 12 tables-bancs ont été octroyés pour le CEG Tiasput, cette école qui a été construite par les habitants. Ces nouveaux matériels aideront grandement cette école. Mangarif et Minalimbe ont reçu chacun 48 tables-bancs. Ces tables-bancs ont été des promesses de la ministre de l'Éducation nationale et résout le manque d'équipement pour ces écoles selon les explications. Auparavant, les élèves s'assoyaient par terre. Le député de Madagascar élu dans le district de Muramang, le docteur Adzobel Nalouva Herzou, est venu apporter ces tables-bancs accompagné du chef de Cisco de Muramang. Le député a profité de l'occasion pour octroyer des lampes solaires au CSB1 dans le Fouktan de Béran, commune rurale Andaspe. Elifi, ou plateforme des associations soutenant le président Anjradzuel, initie plusieurs projets dans le district de Muramang. Il s'agit entre autres d'un nouveau marché pour cette ville et qui accueillera les marchands qui n'ont pas de place selon les explications. Toujours un reportage de Tanz Naranji. La plateforme IFI, ici Kafikamban Nameradiam Niflo Anjradzuel, travaille étroitement avec les collectivités territoriales de base dans les projets de travaux de développement de Muramang. La pose de la première pierre pour la construction du nouveau marché aux normes a été achevée hier, vendredi 13 janvier. Ce marché pourra accueillir les marchands qui n'ont pas encore pu avoir de place dans le grand marché de Muramang.
La plateforme IFI menée par le sénateur Richard Amanambita n'a été créée que récemment dans le district de Muramang, mais selon le maire de la commune, bon nombre de projets ont été initiés et les résultats sont palpables. La construction de cette nouvelle infrastructure a passé au niveau de toutes les hiérarchies et suit les normes. Ce nouveau marché apportera un nouveau souffle pour la ville de Muramang et marquera la voie vers le développement. Et le championnat d'Afrique des Nations ou Tchad 2022 a débuté hier et se tiendra pour le mois de janvier et février 2023. L'Algérie, le pays hôte, a ouvert le match contre la Libye dans le cadre du match d'ouverture. L'Algérie a vaincu la Libye sur un score de 1-0. Les matchs ont été ceux de l'Éthiopie contre la Mozambique et il y aura également le match contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal à 22h. Pour les Baréas de Madagascar, ils tiendront leur match contre le Ghana demain, dimanche, à 22h également. Et dans les actualités internationales, l'agence de l'autorité judiciaire iranienne a annoncé aujourd'hui que l'irano-britannique Alireza Akbari avait été exécuté par pendaison. Téhéran l'accusait d'agir pour le compte des services de renseignement britanniques. Le Royaume-Uni a immédiatement condamné un acte barbare qui ne restera pas sans réponse. France 24. Alireza Akbari a été arrêté il y a 3 ans. Il a été donc accusé à ce moment-là d'espionnage au profit de la Grande-Bretagne. Les médias iraniens ont montré ces derniers jours de nombreuses vidéos dans lesquelles il fait des aveux, donc des vidéos qui ont été remises aux médias par le ministère des Renseignements. Il fait des aveux, on le voit avec certains diplomates britanniques et il affirme dans ces vidéos, dans le détail, qu'il a remis des informations à certains diplomates britanniques en poste à Téhéran, mais aussi à l'étranger, en Espagne par exemple, lorsqu'il était en déplacement en Espagne ou même à Londres. Donc il a, selon ses aveux, il a collaboré avec les services de renseignement britanniques, mais dans d'autres déclarations remises aux médias étrangers par sa famille, il dément et il affirme qu'il a fait ses aveux sous la pression alors qu'il était en prison et donc aux mains des membres du ministère des Renseignements. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un ancien vice-ministre de la Défense, donc un poste très important et stratégique. Il a eu accès à des informations secrètes et importantes durant des années. Il est resté ensuite conseiller et très proche d'Ali Shamkhani, qui occupe actuellement, qui était ancien ministre de la Défense sous le président réformateur Mohamed Khatami, et il est aujourd'hui à un poste stratégique également, puisqu'il est secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, et à ce titre, il chapeaute les négociations nucléaires. Donc, on reproche à Alireza Akbari d'avoir remis des informations non seulement sur les négociations nucléaires, sur le programme nucléaire, mais aussi sur le programme balistique de Téhéran aux Britanniques. Donc des informations importantes, et c'est pour cette raison qu'il a été exécuté selon Téhéran. Londres a protesté bien sûr et avait demandé la libération d'Alireza Akbari, puisqu'il a aussi la nationalité britannique. Ce qui est étonnant d'ailleurs, puisque pour un poste important de vice-ministre de la Défense, normalement, selon la loi iranienne, on ne peut pas avoir une nationalité étrangère. Est-ce qu'il a obtenu la nationalité après, durant ces dernières années ou pas? On ne le sait pas. Mais l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité et donc a rejeté les accusations et les demandes britanniques et a procédé à l'exécution d'Alireza Akbari ce matin. Des marmites pour ravitailler les manifestants place Tupac Amaru à Cusco. Le mouvement s'organise. Une grève illimitée a été déclarée depuis un mois. Les mêmes revendications: démission de la présidente Dina Boluarte, dissolution du Congrès et élection immédiate. Depuis le début de la crise au Pérou, les heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont fait au moins 42 morts, dont un policier brûlé vif par la foule, selon le défenseur du peuple. Les protestations ont par ailleurs fait au moins 531 blessés, dont 176 policiers, et 329 personnes ont été arrêtées selon le parquet. France 24.
Des marmites pour ravitailler les manifestants. Place Tupac Amaru à Cusco, le mouvement s'organise. Une grève illimitée a été déclarée. Depuis un mois, les mêmes revendications. Démission de la présidente Dina Boluarte, dissolution du Congrès et élection immédiate. Certains sont là depuis 2, 3, 5 jours. Ils laissent leurs enfants pour venir lutter ici en ville. Autour de Cusco, toutes les routes sont bloquées, impossible de passer, seule exception pour les communautés rurales qui viennent protester. Les manifestants ne reconnaissent pas la légitimité de Dina Boluarte. Ce n'est qu'une marionnette de la droite. Notre vote doit être respecté. Le peuple avait voté pour Pedro Castillo, pas pour Dina Boluarte. Les paysans, souvent pauvres, se sentent aussi méprisés par le gouvernement et dénoncent l'absence de l'État, un accès limité à l'éducation et à la santé, des aides trop faibles pour l'agriculture. Les dirigeants ne s'intéressent pas à nous, le peuple andin, nous qui travaillons pour eux. Ils gardent tout. L'argent du tourisme, c'est pour eux. L'argent de l'agriculture, c'est pour eux. Une colère attisée par la répression des forces de l'ordre. En un mois, une quarantaine de manifestants sont morts, la plupart touchés par des tirs d'armes à feu. On ne peut pas laisser passer ça. Avec en plus tous les blessés à l'hôpital, nous, le peuple, on est dégoûtés. À Cusco, la mort d'un leader paysan lors d'une manifestation a choqué. Remo Candia, 42 ans, était très actif dans sa communauté. 1 millier de personnes ont défilé dans les rues pour lui rendre hommage. Parce qu'on hausse la voix, ils nous tuent. C'est injuste. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes juste des paysans. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement demande aux policiers, qui sont aussi nos frères, de nous tirer dessus. Plusieurs instances de défense des droits humains s'inquiètent et appellent à limiter le recours à la violence au Pérou. Et Moscou a déclaré avoir pris la ville de Soledar dans l'est du pays. Or, l'Ukraine affirme que ses troupes résistent toujours à l'assaut des forces pro-russes. Un proche allié du président russe Vladimir Poutine a proposé de confisquer les biens et les avoirs des Russes opposés à la guerre. Voici le fil de la journée du 13 janvier 2023 avec France 24. Notre envoyé spécial Mélina Huet à Mykolaïv. Cette prise de Soledar par les Russes, est-ce une victoire symbolique ? Bien écoutez, Judith, vous l'avez dit, Kiev dément et également les groupes des forces armées de l'Est ukrainienne démentent également à l'heure où je vous parle et on comprend bien la difficulté à admettre la perte d'une ville comme Soledar, certes petite, mais vous l'avez dit, très symbolique avec Bakhmout. De fait, c'est une ville avec celle de Bakhmout qui est sous le feu depuis la fin mai et les autorités ukrainiennes et les forces armées ukrainiennes ont décidé dès le début de cette offensive russe de ne pas lâcher un seul centimètre carré de territoire aux forces armées russes. Alors on a tendance à dire que c'est l'Ukraine contre la Russie, mais en fait il y a 3 parties prenantes. Il y a évidemment les forces armées ukrainiennes, mais il y a également au sein même des forces armées russes, les forces disons traditionnelles, et puis il y a cette force privée, cette milice privée Wagner qui est sur le terrain, et c'est symbolique pour le fondateur de cette milice privée Wagner, Prigojine, qui serait lui-même sur le terrain à l'heure où on parle et qui combattrait lui-même aux côtés de ces hommes. Alors pourquoi c'est symbolique ? Parce que ce serait la plus grosse et en tout cas la première victoire depuis des mois pour les Russes, et c'est pour ça que Wagner depuis plusieurs jours revendique avoir pris la totalité de la ville de Soledar, alors que l'armée russe a subi d'importants revers, que ce soit dans l'oblast de Kharkiv ou bien plus récemment à Kherson qui a été libéré le 11 novembre dernier. Alors jusqu'ici, et c'est là la grande différence, jusqu'ici les forces armées russes démentaient que Wagner avait pris la totalité de la ville de Soledar, et aujourd'hui il l'affirme, ça y est, la ville est tombée. Alors c'est bien difficile de savoir si la totalité de la ville est aux mains des Russes, mais ce n'est pas seulement une prise symbolique si jamais elle était actée, c'est aussi une prise stratégique. Pourquoi ? Parce que du côté de Wagner, de cette milice, il y a là-bas, à Soledar, qui signifie donner le sel en ukrainien et en russe, il y a la plus grande mine de sel d'Europe. Donc il y a un premier point stratégique et financier pour Wagner qui est habitué à saisir des endroits et à prendre militairement des endroits, notamment en Afrique, qui sont forts de ressources
ressources naturelles. Mais du côté russe, il y a également cette visée stratégique qui est de récupérer à terme, d'aller jusqu'à Kramatorsk, jusqu'à Sloviansk, qui permettrait pour l'armée russe non seulement cette victoire symbolique, on l'a dit, mais également une prise stratégique qui pourrait permettre pour eux en tout cas de prendre en tenaille l'armée ukrainienne. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. Dans quelques minutes, vous allez suivre le prime de Battle of the Year. Sur ce, très bonne continuation sur Viva et très bonne soirée à tous. À bientôt.